Bonjour à toutes et à tous et merci de me donner le temps d'échanger avec vous sur comment on aborde côté Renault la valorisation de la donnée. On pense que c'est effectivement un aspect extrêmement important pour la compétitivité de l'entreprise. Et autour de la valorisation de la donnée, comment on met en place progressivement la gouvernance autour de la donnée. Donc je dis progressivement parce que le thème de cette journée, c'est retour d'expérience, et je pense qu'on partage tous le fait qu'en termes de gouvernance de données à l'échelle d'un groupe comme les nôtres, personne n'a un modèle complètement abouti et complètement déployé. Donc ce que je vais vous partager à date, et on verra avec vos questions-réponses aussi, c'est là où on en est, nous, les étapes qu'on a déjà mises en œuvre et dans quel sens on travaille, mais on n'a pas la prétention de dire qu'on a une organisation et un outillage encore à date complet autour de la gouvernance de données. Alors quelques mots de mon parcours, qui je suis. Aujourd'hui, je parle devant vous en tant que product owner du Data Lake Renault, donc responsable de la plateforme transversale Data Lake pour le groupe Renault. Et j'exerce cette mission au sein du pôle data, dont je vous dirai aussi quelques mots. Donc comment je suis arrivé là? C'est au terme d'un parcours assez long, vous pouvez le checker sur mon profil LinkedIn, un parcours assez long au sein de l'informatique du groupe Renault. Donc ça a démarré au siècle dernier. J'ai eu une longue expérience dans les métiers techniques, exploitation et production du groupe, avec un tropisme data dès le départ, puisque finalement dans mes premières missions, j'étais ingénieur base de données, et j'ai introduit les bases de données relationnelles dans les années 88, je crois, au sein du groupe. Donc déjà, j'avais un certain goût pour la donnée. J'ai exercé ensuite des responsabilités dans pas mal d'aspects infrastructure et autour des data centers. Et j'ai pris le virage du progiciel dans les années 2000, donc avec le centre de compétences SAP. Puis plusieurs responsabilités d'équipe de développement dans un contexte qui était celui aussi des années 2000, où vous avez des grands contrats d'externalisation, aussi des démarches d'offshoring avec des centres captifs de développement interne. Donc une certaine expérience du management de plusieurs domaines en développement. Et puis début 2011, j'ai pris un virage plutôt vers le métier, mais quand même assez connexe à l'IT, avec à la direction du marketing, donc sur toute la refonte des plateformes digitales du groupe Renault, orientées donc client et marketing, et en liaison avec Nissan. Et j'ai rejoint donc à sa création début 2017 la filiale Renault Digital, dont je vais vous dire quelques mots. Donc je l'ai rejoint moi en tant que responsable de la plateforme Data Lake. Donc, qui sommes-nous et ce qu'on fait dans Renault Digital? Je pense que c'est un modèle d'organisation que certains ont peut-être déjà. Je sais qu'on est assez similaire à ce que fait le groupe Engie avec Engie Digital. Donc, Renault Digital, c'est une entité assez jeune, puisqu'on a démarré en janvier 2017 avec une première phase de transfert de compétences avec le BCG, Business Consulting Group, sur le modèle opérationnel et la gouvernance de cette entité. Le BCG est sorti en fait de Renault Digital à peu près en octobre de l'an passé. Donc c'est une entité 100% Renault qui travaille exclusivement pour Renault, donc on n'est pas ouvert à des clients externes pour l'instant, et on travaille pas non plus encore sur le périmètre de Nissan. Donc l'objectif de cette entité, c'est d'être le levier de la transformation digitale du groupe Renault et aussi de l'IT Renault. Et de faire ça de deux façons, je dirais, en mettant en œuvre des nouvelles méthodes de travail sur les projets digitaux, qui sont beaucoup plus en interaction avec les métiers, mais qui sont en même temps, qui comportent les équipes techniques. Donc on a toute une organisation de nos projets en méthode agile. Et puis donc nouvelles méthodes de travail, mais aussi nouvelles compétences. Donc au travers de Renault Digital, on a réinjecté environ 300 professionnels de l'IT par centre d'expertise, et qui sont réellement des personnes capables de délivrer des projets, et avec donc des profils très techniques qu'on n'avait plus forcément au sein de l'informatique Renault, en tout cas avec cette masse, et sur les nouvelles technologies dans les dernières années.
Voilà, donc ce n'est pas une entité qui est en apesanteur par rapport au monde de Renault et à l'informatique, parce que son président, c'est le CIO du groupe Renault, Frédéric Vincent. Donc on a un directeur général, on a une certaine autonomie de recrutement, etc. Mais on est quand même très lié à l'informatique Renault, et c'est très important parce que c'est une entité qui délivre des projets, des produits au métier. Donc on n'est pas un espèce d'incubateur ou une plateforme uniquement une entité d'innovation, mais on délivre des vrais produits qui sont ensuite, qui passent dans un cycle de maintenance avec la direction informatique. Donc il est important qu'on ait ce maillage fort avec l'IT et avec les métiers. Donc je vous parlais de compétences techniques. On a le cœur de Renault Digital, c'est 4 pôles de compétences où se trouvent nos expertises. Un pôle dit technique, où on a des solution architects sur toutes les nouvelles stacks technologiques du digital, donc en front et en back. On va trouver des solution architects, on va trouver des DevOps qu'on n'avait pas précédemment. On va trouver aussi donc, tous les profils de développeurs front et back nécessaires à la construction de nos produits. On a un pôle data, donc là aussi avec les expertises spécialisées data, donc je vais y revenir un peu derrière. On a créé un pôle UX, User Experience. Ça, c'est un type d'expertise métier qu'on n'avait pas du tout en interne. On allait se sourcer plutôt auprès d'agences. Bon, c'est évidemment une composante essentielle de l'efficacité, de la performance des produits qu'on peut délivrer. Donc là, on a maintenant un solide pôle UX et on a un très solide pôle de coach Scrum Master, donc un pôle agile, pour être justement levier sur la transformation digitale, aussi bien côté métier que côté IT. Au management de tout ça, il y a beaucoup de personnes qui sont venues de l'extérieur, donc Renault Digital, en termes d'apport de compétences, aussi bien au niveau des équipes elles-mêmes que de l'équipe de management, c'est essentiellement sourcé avec des gens qui viennent de profils très divers, de Canal, de Bouygues, de General Electric et d'autres, et de start-up notamment. Ces pools de compétences, ils travaillent au service des 6 grands domaines métiers de l'entreprise. Donc, nous, on a la chance chez Renault, j'ai échangé avec certains d'entre vous, on a une seule business unit, enfin, je dirais qu'on a 2 grosses business units chez Renault. On a la business unit automobile, qui est assez centralisée au niveau mondial finalement, et la business unit des services de banque et de financement et de services, qui est notre filiale RCI Bank. Donc ça nous permet quand même d'avoir une approche qui est souvent assez centralisée en termes de gouvernance, de systèmes d'information, de solutions techniques, par rapport à d'autres entreprises qui sont plus organisées par vrais business unit métiers et des métiers très différents. Donc on travaille au sein de Renault Digital, on livre des produits pour les grands domaines qui vont de l'ingénierie à sales and marketing et qualité et satisfaction client, ce qui veut dire que nos équipes peuvent être amenées à passer d'un projet à un autre et ne sont pas spécialisées, en fait, segmentées par domaine métier. Ce qui veut dire que pour avoir cette interaction aussi, cette connaissance des métiers, il faut qu'on travaille étroitement avec des gens qui viennent des métiers ou qui viennent de l'IT d'un domaine particulier pour être pertinent dans les produits qu'on construit. Et l'orientation de Renault Digital, qu'on va retrouver dans la data comme dans le reste, c'est la valeur générée en fait. On peut vendre dans l'entreprise une structure de 300 personnes et la financer que si on y associe un ROI et qu'on monitore en permanence la valeur qu'on délivre au travers des projets qu'on délivre. Donc l'objectif de Renault Digital, c'est de délivrer une valeur et un ROI cumulé sur l'ensemble des projets de l'ordre d'1 milliard d'euros d'ici 2020. Et pour l'instant, au travers des 2 premières années, 2017 et 2018, on est à peu près en ligne pour contribuer à cette valeur finale. Alors pour que ça fonctionne, effectivement, on a mis en place une gouvernance autour des sujets digitaux, au plus haut niveau de l'entreprise d'ailleurs, parce que le comité digital de plus haut niveau est présidé par Thierry Bolloré, donc le CEO du groupe, avec l'ensemble finalement des principaux directeurs métiers du groupe. Mais au niveau en dessous, un peu plus opérationnel, on a mis en place une gouvernance tripartite entre l'informatique, les représentants des grands métiers et Renault Digital, de façon à scanner l'ensemble des initiatives qui sont exprimées par les métiers et qui arrivent dans les équipes informatiques,
d'examiner ce portfolio sous un angle ROI et faisabilité. Donc c'est ce mécanisme des control towers qui fonctionne pour les 6 grands métiers de l'entreprise et qui nous permettent d'identifier les initiatives qui ont le plus de valeur et de les déclencher, et soit en développement un peu classique avec l'informatique, soit de les confier à Renault Digital. Donc lorsque évidemment elles sont confiées à Renault Digital ou construites avec Renault Digital, on y apporte les compétences et les façons de travailler. Donc ce qu'on fait aussi, on a une méthodologie aussi, c'est-à-dire que la qualification des initiatives, ça passe par plusieurs étapes. Donc on fait ce qu'on appelle des framings, qui durent en gros 4 semaines à 6 semaines, où on a une mini-équipe projet, on est sûr d'avoir toujours le product owner métier présent dès le framing, et là on requalifie l'initiative qui a eu un go for framing, on la requalifie, on revoit son ROI, on revoit l'architecture technique possible, on détermine le staffing pour le projet, et ensuite au bout de ce framing, on fait un go ou no go pour réaliser le produit en fait. Il y a parfois des projets compliqués, qui ont certes un gros ROI, mais qui finalement on n'a pas toutes les conditions, notamment les conditions de disponibilité des données pour passer à une phase d'exécution. Donc on a délivré l'année dernière, je crois, 35 produits qui concernent vraiment les différents métiers de l'entreprise et dont pas mal de ces projets sont orientés data. Pour l'ingénierie, par exemple, on a une chaîne de traitement des données de simulation du véhicule autonome qu'on fait effectivement en utilisant des technologies d'analyse de données sur le cloud. On a la première capture de données des cartes data donc, qui nous arrivent des différentes plateformes de connectivité de nos véhicules. En ce moment, on lance des projets très ambitieux sur l'usine connectée, donc, pour à la fois des aspects de maintenance prédictive et de traçabilité complète de nos pièces et des données de process. Et puis on a des outils bien sûr plus classiques, comme les interfaces digitales, donc les sites web, les apps, et là aussi du prédictif sur ce qu'on appelle usage-based maintenance, qu'on est en train de prototyper pour savoir si à partir des données d'usage de nos véhicules, on sait faire des offres personnalisées de maintenance qui tiennent compte de la réalité des cartes data et pas de plans de maintenance un peu figés comme précédemment. Et pour le positionnement de Renault Digital, on a eu une approche au début avec beaucoup de projets, et là on est en train plutôt de se recentrer sur des projets de plateforme un peu plus larges. Et donc c'est intéressant de voir que le Data Lake, en fait, dès l'origine de Renault Digital, c'était déjà ce concept de plateforme transversale, où là on l'a construit et on la maintient dans la durée, elle est au service d'un tout un ensemble de use cases. Donc on est en train d'évoluer vers cette logique de manager plutôt, de construire plusieurs grandes plateformes transversales. Alors je voudrais revenir sur le pôle data. Donc le pôle data, c'est effectivement un centre d'expertise où on a la capacité à construire des produits data dans l'organisation de Renault Digital. Il a été créé en 2017 avec une quarantaine de personnes, donc il est piloté par le Chief Data Officer, Benjamin Ray, et c'est le Chief Data Officer de Renault Digital et du groupe Renault. Donc là aussi, on a la volonté que ce soit au-delà de Renault Digital. Les compétences qu'on a dans ce pôle, c'est une petite équipe de data governance, donc essentiellement 2 personnes autour du CDO, dont Stéphane qui est là aujourd'hui. Et pour le reste, essentiellement des data scientists, un peu moins d'une vingtaine de personnes, et des data engineers. Mais ce n'est pas les seules compétences data dans l'entreprise. Donc ce qu'on vient de faire, et c'est, je pense, aussi, je dirais, la rançon un petit peu du succès de l'approche de Renault Digital, on vient d'étendre le modèle à l'informatique plus classique. Donc on a maintenant un pôle data qui est mixte entre l'informatique et Renault Digital, qui fait environ 80 personnes. Et on y a intégré une vingtaine de data analystes et data engineers qui venaient de différents départements informatiques par métier, qui rejoignent le pôle data. Et on a intégré aussi tout le management des infrastructures, en fait, qui était dans une organisation, direction infrastructure, alliance qui existe toujours. Mais on a ramené ces compétences au sein du pôle data. Donc on a maintenant, avec un peu plus de 80 spécialistes data, vraiment de bout en bout, je pense, une force de frappe intéressante. Mais on n'est pas les seuls à travailler sur la data, donc
On a nos collègues de la direction architecture, donc qui font plus la modélisation des référentiels, des API notamment, avec lesquels on travaille étroitement. Et puis des ressources data, il y en a aussi dans les métiers. Il y a des data analystes dans certains métiers, voire des data scientists. Donc on a une logique de ce qu'on appelle de chapters qui sont animés par le pôle data. On a des chapters d'expertise sur la data science, la data analyse et le data engineering, et où là on est en situation d'animer des communautés et de best practice. Alors en termes d'infrastructure et de support à nos use case data. Donc on a démarré en 2016 avec un data lake. On a un peu, je dirais, raté dans les années précédentes toute la vague des grands data warehouse, des enterprise data warehouse. On était resté un peu sur des générations et des technologies datant des années 90. Donc on a fait un peu le saut de l'infoservice ou du dataware mainframe vers la big data et les data lakes pour couvrir des usages qu'on n'avait pas forcément couverts auparavant. Donc on a démarré avec des infrastructures sur nos data centers qui sont toujours et qu'on continue de faire évoluer, avec un data lake pour Renault. Donc ça c'est la chance qu'on a, je vous disais, par rapport à d'autres métiers où on est quand même assez centralisé. Donc on peut créer une infrastructure qui va être utilisée par les différents métiers d'un point de vue organisationnel. On est en train de regarder si on en crée un pour nos collègues de RCI Bank ou s'ils font un autre choix technologique. Mais de toute façon, ils auront leur environnement data lake propre de par la spécificité et les règles légales liées aux données du milieu bancaire. Et puis on a X data lake, enfin 3 en fait, un par grande zone géographique de Nissan. Nissan étant quand même une organisation assez régionalisée. Le point que je souligne aujourd'hui en termes d'infrastructure, c'est que on commence à avoir une bonne expérience de ce qu'on a fait avec le data lake on-premise, avec des choix essentiellement open source en termes de solutions logicielles. Donc on utilise Hortonworks, mais c'est une volonté de rester très proche de l'open source. Et là, on est en train d'hybrider notre data lake de façon pour avoir plus de flexibilité et de réactivité par rapport aux besoins métiers, et donc en utilisant les services managés, notamment sur Google Cloud. Donc l'approche, c'est qu'on va répliquer nos données corporate nettoyées et acquises sur notre data lake on-prem. On va les répliquer sur GCP, de façon à pouvoir activer aussi des use cases entièrement en mode serverless et en service managé. Alors, pour l'instant, c'est une approche que ne suit pas encore Nissan, mais qu'on est en train d'engager. Donc, par rapport à nos discussions de data catalogue, c'est effectivement très important qu'on ait des outils aussi qui nous permettent de voir les données où qu'elles soient, quelle que soit la plateforme technologique qu'on a retenue. Voilà, donc le data lake, c'est, comme je vous le disais, on n'avait pas d'enterprise data warehouse global, on avait plutôt des gros data marts existants dans différentes technologies pour différents domaines métiers. Donc le data lake, c'est un peu la première opportunité de fédérer l'ensemble des acteurs IT et métiers autour d'un asset partagé où on vient donc stocker et nettoyer des données qui viennent des différents métiers de l'entreprise. Donc on a toutes les technologies pour faire ça. Aujourd'hui, on a un petit data lake, on a quelques dizaines de téraoctets. On n'est pas vraiment dans du monde de la big data parce qu'on a surtout commencé par acquérir des systèmes d'information corporate, et les bases de données, quand elles font quelques dizaines de gigas, c'est un grand maximum sur ces systèmes corporate. On est en train de changer de dimension maintenant avec les données industrielles IoT, où là on va réellement passer à du pétaoctet, et c'est pour ça aussi qu'on le fera sans doute pas, on le fera pas on-prem. Donc le premier bénéfice qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on met dans un espace avec des données nettoyées par nos data engineers, les données d'aujourd'hui, environ une centaine de sources de données opérationnelles des différents métiers, et que ça permet donc aux équipes qui construisent les produits de construire des produits avec des données qui sortent de leur seul périmètre. Donc comment on construit ces produits? Typiquement, je vous ai dit, on travaille avec des organisations en mode agile. Donc typiquement, chaque projet, pour nous, c'est une douzaine de personnes. C'est une équipe agile avec une douzaine de personnes. Il est central que quand on construit un produit, que ce soit un produit data ou pas, on a un product owner métier qui soit présent sur le projet.
On dit au moins à 50%. Idéalement, c'est vraiment des product owners métiers détachés à 100%. C'est dans ces situations-là que les projets marchent le mieux, avec des équipes qui sont colocalisées. Donc, Renault Digital est implanté à Boulogne, au Pont de Sèvres, et on essaie d'accueillir la structure de nos locaux. C'est X îlots de projets, en fait, où on essaie d'accueillir à la fois les compétences métiers, les compétences de méthodologie agile, donc avec des coachs agiles et des Scrum Masters, et dans la même équipe, les compétences de développement full stack, en fait, que ça aille du front avec front, développement back, et les compétences spécifiques data. Donc les compétences spécifiques data, c'est souvent un data modeler de la direction architecture, et puis des data engineers et data analystes et data scientists suivant la typologie des projets. Mais il est essentiel que cette équipe, elle travaille fortement avec les fournisseurs de données du métier et ce qu'on appelle les data stewards dans notre langage. Les data stewards, nous, on les a positionnés côté IS, mais qui sont les vrais responsables et sachants sur les sources de données. Donc sans le transfert de connaissances là-dessus, l'équipe produit, effectivement, ne peut pas être autonome pour construire un produit avec la bonne compréhension des données. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme type de projet? Je vous ai dit, on a fait une trentaine de projets l'année dernière. On avait un gros backlog d'attentes métiers sur des projets de mesure de la performance des KPI de premier niveau des métiers. Donc, ça a aussi été un axe dans la première année de satisfaire les grands décideurs de l'entreprise et de donner de la visibilité de ce que produit Renault Digital en termes de données, en leur donnant des outils de pilotage qui étaient ceux qu'ils attendaient parfois depuis plusieurs années. Donc un des exemples de ça, c'est pour le contrôle de gestion, le projet enrichissement, qui est un outil qui permet en fait de comprendre les raisons et l'analyse des routes causes, et je dirais des facteurs détaillés de coûts d'enrichissement de nos véhicules en vie-série. Donc on lance nouvelle Clio, mais au fil des années, on va rajouter des options, on va changer de fournisseur, on va prendre un certain nombre d'opérations et on n'est pas sûr que ce qu'on a fait sur le véhicule n'impacte pas la marge. Enfin, en tout cas, on a du mal à comprendre. Les enjeux sont de 600 millions d'euros par an de ce coût d'enrichissement pour comprendre d'où ils viennent exactement, pas seulement les constater, et de comprendre si on a su les répercuter dans la vente des véhicules et donc comment on a affecté la marge. Ce qui est très intéressant dans ce use case, c'est que ça illustre un bon cas d'usage du data lake, c'est-à-dire que pour faire cette analyse de coût à une maille très très fine, c'est-à-dire jusqu'à identifier en véhicule détaillé, l'équipe produit et l'équipe métier a eu besoin de constituer une base enrichie de la définition du véhicule qui n'existait pas jusque-là. Donc, effet de la silotisation précédente, chaque base de données véhicule a sa vision de la composition du véhicule qui correspond strictement aux besoins du process opérationnel à laquelle elle est associée. Et là, on a constitué donc une première base véhicule enrichie qui a une définition beaucoup plus complète du véhicule et qui, donc, sur lequel on vient faire des calculs de coûts et d'attribution des coûts. Mais cet objet-là, on le réutilise aussi via une API. On le donne à des systèmes de l'après-vente qui sont des systèmes du réseau. Donc les systèmes qui permettent de qualifier les pièces à remplacer sur un véhicule viennent consulter cette API pour avoir la définition la plus précise possible des pièces. Donc c'est un bon exemple qui n'est pas vraiment du domaine de la big data, en fait, mais qui est un bon exemple de l'intérêt du data lake en termes de croisement de données et de réutilisation. Deuxième exemple, c'est le monitoring de la performance digitale. Donc quand on veut monitorer la performance réelle des actions digitales qu'on fait au travers de nos sites web ou de nos outils de CRM, l'indicateur principal, c'est l'attribution des ventes de véhicules à des contacts qu'on a eus avec le client au travers du réseau ou au travers de campagnes marketing. Ces calculs d'attribution de vente sur lead, comme on dit dans notre langage, étaient quand même jusqu'à présent extrêmement localisés et peu homogènes, avec des règles qui étaient appliquées par pays. Donc ce qu'on a fait à la demande de la direction marketing, c'est un outil unique qui fait ces croisements de données avec des algorithmes qui sont documentés, qui ne sont pas forcément les mêmes par pays, mais qui fait les bons matchings pour réaliser ces attributions de vente sur lead. Donc là, on est dans un outil de KPI, effectivement, mais qui a un gros avantage en termes de standardisation. Et puis, le type de use case qu'on voit arriver maintenant sont plus dans le domaine réellement de la big data,
et avec une logique plus de plateforme. Donc on est en train de construire ce qu'on appelle Full Track and Trace, qui est une plateforme de collecte des données de manufacturing, donc toutes les données de composition des pièces d'un véhicule et toutes les données de process associées à ces pièces montées sur un véhicule. Donc l'idée est de savoir exactement pour chaque VIN quelles pièces ont été montées. Donc ça, évidemment, on le sait aujourd'hui dans les systèmes. Par contre, de quel fournisseur, de quel site fournisseur, ça, ce sont des infos qui ne sont pas forcément tracées, parce que pour monter un véhicule en bord de chaîne, vous avez besoin de savoir que vous avez monté la bonne pièce. Pas besoin de savoir de quelle usine fournisseur ça vient. En termes d'appro, il peut y avoir eu des décisions de dernière minute. Et on a également toutes les données de process. C'est-à-dire, là, si on monte une colonne de direction, on saura qu'on l'a montée sur telle visseuse avec quel couple de serrage. Donc on va être extrêmement précis en fait, dans la traçabilité de ces données, notamment pour des aspects qualité, campagne de rappel. Bon, on espère en avoir le moins possible, mais que font vous voyez souvent les annonces dans la presse, hein, quand on dit on ramène 2 millions de voitures chez Toyota, il n'y a certainement pas 2 millions de voitures qui sont concernées par le problème. Sauf que Toyota n'est peut-être pas capable de dire exactement quels sont les véhicules. Donc par sécurité, on balaye large dans les campagnes de rappel. Et l'objet, c'est aussi d'être beaucoup plus précis sur ces opérations-là en ayant cet avatar numérique du véhicule qu'on va créer via ce projet. Donc là, c'est des données qu'on va garder 20 ans, donc on est vraiment dans du monde de la big data. Alors comment est-ce qu'on s'organise et quels sont les principes de gouvernance de données qu'on met en œuvre? Je ne vais pas regarder le téléphone. Pour supporter tous ces cas d'usage de la donnée. Donc je commenterai un peu cette petite pyramide qui est au centre, parce que je pense que c'est ça qui traduit l'ambition qu'on veut avoir autour de la donnée. Il est clair que pour un constructeur automobile, la donnée, c'est au cœur des nouveaux services et des nouveaux business qu'on veut opérer pour les prochaines années. Notamment avec, je dirais, les poupées russes qui sont le véhicule connecté, qui va nous amener de plus en plus de données. Le véhicule connecté et électrique, on a déjà beaucoup de données sur nos véhicules électriques. Ensuite, l'étape suivante qu'on est en train tous de préparer à marche forcée, c'est le véhicule autonome. Et là, le véhicule autonome, c'est évidemment, il est piloté entièrement par des algorithmes et des données en réception et en capture de ces données. Et puis, une fois qu'on a des véhicules autonomes, on va construire dessus des services de mobilité. Et c'est là quand même la grosse rupture sur nos business à partir du moment où on devient opérateur de services de mobilité sur des véhicules autonomes. Donc c'est évidemment une transition qu'il ne faut pas rater, parce que si on la rate, on deviendra comme les fournisseurs de télécom ou les fabricants de téléphones en fait, qui se sont fait finalement, où la valeur ajoutée est complètement passée chez les opérateurs de services. Donc il est essentiel qu'on maîtrise nos données dans ce contexte de changement de nos business models. Donc c'est ce qu'on essaie de se préparer à faire dans la data governance. Et au-delà de maîtriser nos données pour le nouveau service, on sait aussi qu'on a une capacité à monétiser nos données vis-à-vis d'un tas de partenaires de services externes que sont les assureurs, que sont les réparateurs de second niveau au-delà de notre réseau. Donc on essaie de se préparer à faire ça, à avoir une approche aussi de marketplace, hein, de vente de nos données, avec certification. Donc on pourra y mettre de la blockchain, par exemple. On commence à avoir des initiatives aussi avec certains de nos fournisseurs autour des projets blockchain. Mais ça, pour arriver à ça, il y a des étapes préalables. Et on est un peu à l'étape du bas, c'est-à-dire de poser les fondations. Et les fondations, pour être capable à terme de monétiser nos données, c'est déjà d'avoir une acculturation de l'ensemble de l'entreprise au management de la donnée dans les métiers, donc cette data literacy. Donc de mettre en place l'organisation une organisation homogène avec des rôles dans les différents métiers, de mettre en place des processus autour de la qualité de données, de la structuration des données, mettre en place les formations associées, et puis de créer un dictionnaire de données d'entreprise en repartant des fondamentaux, une entité data ou un objet data a la même signification pour tous les métiers de l'entreprise,
et les attributs sont partagés, et la définition est complètement partagée, documentée, et sert de base à la construction de référentiels opérationnels avec des master ID uniques qui exposent leurs données via des API. Donc ça, ce travail, on le fait avec les équipes de la direction architecture à l'intérieur de l'IT, mais c'est évidemment le socle nécessaire. On est comme toutes les entreprises, hein, on souffre de la silotisation sur les données. On a X bases qui représentent la définition du véhicule, que ce soit vu de l'ingénierie, vu de la prévente, vu des usines, avec des difficultés d'avoir des master ID uniques, mais c'est vrai de toutes les zones de données de l'entreprise. Quand on parle des sites dans l'entreprise, ça ne veut pas dire du tout la même chose pour la logistique que, évidemment, pour les implantations ou l'immobilier. Donc, même si on a des déclinaisons par métier, il faut qu'il y ait un modèle de données unique, et c'est ce qu'on est en train de faire dans ce premier pavé autour du Business Information Model. Une fois qu'on a mis en place ce socle, eh bien, on va travailler avec ces équipes métiers sur la qualité de données et sur la valorisation de la donnée. Donc, ce qu'on a fait aussi, c'est d'identifier les grands use cases métiers où on a de la valorisation possible de la donnée. On a une vingtaine de grands use cases par fonction d'entreprise, et puis de regarder avec justement les data managers quelle est la couverture de nos projets par rapport à ces use cases dont on sait qu'ils génèrent de la valeur. Donc c'est assez immédiat quand on est dans le domaine du marketing, sur l'attrition des clients, etc. C'est des choses qu'on fait déjà depuis quelques années. Mais il y a d'autres domaines qu'on n'a pas trop regardés. Aujourd'hui, les achats, on sait par des études externes que c'est une zone de données, on a des potentiels d'optimisation très importants. Et aujourd'hui, on ne l'exploite pas, en tout cas avec le data lake ou des technologies plus orientées data science. Donc on est en train d'établir cette matrice de couverture de nos use cases qui sera un outil d'animation avec les métiers. Donc quand on parle plus opérationnellement de politique d'accès aux données, on l'instancie suivant 5 axes. Le premier, c'est la collecte des données. Donc évidemment, il faut construire et diffuser tous les processus de management de la donnée dans une logique privacy by default ou by design, et la GDPR est un puissant aiguillon pour faire en sorte qu'on change nos pratiques, en tout cas on ait des pratiques qui soient compliantes sur les données des clients dès le départ des projets. Et centrale dans ces data policy et dans les chantiers qu'on met en œuvre, la visibilité des données, et avec effectivement des données qui sont qualifiées. Est-ce que ce sont des données de référence? Est-ce que ce sont les référentiels eux-mêmes, des données opérationnelles de référence? Donc un certain nombre de métadonnées qui sont à structurer entre les différents métiers et qui sont à rendre visibles au travers d'un data catalogue. D'où l'approche qu'on a aujourd'hui avec Zinea, parce qu'on est parti finalement d'une situation où on n'avait pas de data catalogue unifié chez Renault, et c'est autour du data lake qu'on crée ce premier data catalogue qui a vocation à s'étendre. Ensuite, on a une logique d'animation des programmes, ce qu'on appelle les data programmes auprès des métiers. Donc, on a fait un assessment en début d'année de la maturité de gestion des données dans les grands métiers de l'entreprise. Et en fonction de ça, eh bien, on propose de différents métiers un plan d'action en plusieurs étapes qui va de la cartographie de leurs données, du travail sur leurs référentiels, de la formation de leurs équipes et du management de la qualité de leurs données, de façon à mettre à niveau, je dirais, l'ensemble des métiers en termes de maturité sur la gestion des données. Ça repose sur la définition des rôles qu'on a aussi engagé au niveau de l'entreprise et avec les RH. Et puis, en faisant attention aux aspects légaux à venir, il n'y a pas que GDPR, en fait. Lorsqu'on va commencer à vendre des données, il faudra complètement encadrer légalement nos responsabilités vis-à-vis de nos clients sur nos données. Et on sait aussi que, évidemment, avec l'arrivée du véhicule autonome, on va mettre de plus en plus d'algorithmiques et de décisions automatiques dans nos processus, qui là aussi doivent être étudiés d'un point de vue légal avec beaucoup de précautions. Enfin, on essaie donc au travers de cette data governance de renforcer et de développer le rôle du Chief Data Officer et de son équipe, et sans oublier le Digital Privacy Officer, donc qui lui est plus axé sur la compliance GDPR.
Voilà, donc tous ces rôles, on les a définis. Ils sont aussi bien définis côté métier que côté équipe projet ou équipe informatique. Ce qui est intéressant dans la démarche, je pense, c'est qu'on essaie de les labelliser avec les directions, avec les RH de l'entreprise. Parce que sinon, dans ce monde qui est quand même assez nouveau, chacun a tendance à créer ses propres libellés, ses propres définitions de poste. Et du coup, ce n'est pas associé à des parcours de formation et ce n'est pas forcément reconnu largement dans l'entreprise. Donc on a un travail qui est en cours sur l'officialisation en fait, des rôles et donc des métiers, des profils métiers, et qui est fait également avec les directions RH. Donc au centre de ce dispositif, côté métier, on a ce qu'on appelle le data manager, qui est vraiment l'animateur du management des données sur une large zone métier. Donc on a défini environ aujourd'hui 20 data managers, donc c'est plus que les six grands métiers d'entreprise, mais parce qu'à l'ingénierie, il peut y en avoir par exemple plusieurs. Et ces data managers, ils ont la responsabilité de comprendre complètement leur paysage donné, de contribuer à le reconstruire et à le cataloguer, à le cartographier correctement, d'animer la qualité autour des données avec des équipes qui sont associées à ce data manager et d'assurer aussi la liaison avec les propriétaires des données pour faciliter l'accès aux données. Ils ont pour les aider notamment, alors parfois ils couvrent le même rôle, ce qu'on appelle un responsable du management de la sécurité des systèmes d'information, qui est responsable sécurité des données sur une zone métier. Parfois c'est recouvert avec le data manager ou parfois c'est un membre de son équipe. Donc c'est bien d'avoir des rôles, mais en fait ça ne sert à rien s'ils ne sont pas engagés dans des process, dans des workflows d'autorisation. Donc notamment au travers de l'usage du data lake, ce qu'on a implémenté, ça c'est un outillage assez simple parce que ce sont des workflows sous Jira par exemple, enfin tout outil de workflow, qui nous permettent de faciliter l'accès à la donnée pour tous ceux qui veulent la consommer, que ce soit des product owners qui veulent construire un produit ou des gens comme les data scientists qui veulent faire de l'exploration de données ou des business analysts. Donc on a un process assez formalisé de demande d'accès aux données, avec une particularité depuis l'année dernière, parce qu'on avait vu que ce n'était pas très fluide, parce qu'on passait d'abord par la demande d'autorisation au data provider métier, et souvent c'était un point de blocage ou d'attente. Donc on a fait acter que c'est le CDO et son équipe qui sont en fait en charge de donner l'autorisation d'accès aux données. Ouais, ils peuvent poser des questions, ils vérifient le niveau de confidentialité ou de data privacy des données, mais c'est cette équipe centrale qui possède les données de l'entreprise et qui peut en donner accès. Les data providers métiers, les responsables dans les métiers sont prévenus, ils peuvent lever la main pour s'opposer à une demande pour un caractère particulier de risque, mais en fait ils ne sont pas sur le chemin critique. Voilà. Ça c'est aussi pour acter que les données, c'est les données de l'entreprise, ce n'est pas les données des achats ou les données du marketing. Voilà, parce que sinon on peut avoir des freins dans l'utilisation. Donc on s'appuie sur ces rôles définis et sur ces différents réseaux pour mettre en œuvre ces workflows, mais dans un sens de faciliter l'accès à la donnée et ensuite bien sûr de le tracer. On a dans nos plateformes des outils pour vraiment être très précis sur les accès qu'on donne. Par défaut, le data lake, il est sécurisé en totalité. Donc tant qu'explicitement on ne donne pas d'accès, personne ne peut utiliser les données. Alors si je reviens sur l'outillage, je ne vais pas vous vendre le grand soir de l'outillage de data gouvernance chez Renault, parce que ce n'est pas le cas, ça n'a pas été le cas historiquement. On a plutôt une approche, je dirais, pragmatique et step by step sur le choix des outils de management de la donnée et de choisir les bons outils pour les bons usages et la bonne population. On n'est sûrement pas au bout de la démarche, en fait. Il y a des outils sur lesquels on va investir dans la durée. Il y en a d'autres que progressivement, probablement, on ajoutera. Mais
On a quelques forces, je dirais, dans les forces, c'est qu'on a normalisé tous les objets informatiques, que ce soit les données, les traitements, donc avec des identifiants uniques. Donc le défaut qu'on a dans certains domaines, qui est de ne pas avoir de master ID, au moins côté données, on a des identifiants Renault normalisés sur tous nos objets, que ce soit données ou traitements, et qui traversent et qui sont dans les différents outils. Donc ces outils, c'est des outils de modélisation de données, donc plutôt pour les architectes de données, pour reconstruire progressivement nos référentiels et donc les modèles associés, et stocker ça soit dans des outils de gestion documentaire aujourd'hui, soit dans un outil qu'on a depuis plusieurs années qui s'appelle MEGA, qui est le référentiel cartographique monde des applications de Renault, qu'on continue d'utiliser autour de la modélisation. On a le data catalogue. Donc le data catalogue, on n'avait pas jusqu'à présent de catalogue de données d'entreprise vraiment opérationnel et utilisable par une large population. Et de même qu'on n'avait pas d'enterprise data warehouse global. Donc autour de l'asset data lake, on construit une première étape, effectivement avec l'équipe Zinea, par étape également qui correspond un peu aussi à je dirais, l'ADN agile de Renault Digital, de se dire on démarre avec un outil qui est encore en construction et qui tient compte des retours clients en fait dans la priorisation de ces fonctionnalités. Et ça va être l'outil de base du catalogue sur le data lake, quelle que soit la technologie qu'on utilise. Et derrière, on verra pour l'étendre sur d'autres sources. Certainement sur l'analytics, parce qu'on a un certain nombre de data mart qui ne sont pas encore dans le data lake, mais toujours très utilisés, qu'on peut brancher. Donc au moins avoir un data catalogue qui regroupe toute la vision des données utilisables pour l'analytics. Et après, on sait qu'on peut potentiellement l'utiliser aussi sur les sources opérationnelles dans une deuxième étape. Ensuite, on a un certain nombre d'outils de référentiels plutôt IT, donc pas trop orientés données, plutôt orientés traitement, application, mais où on référence quand même les données de référence. Donc on a construit une application avec un logiciel qui s'appelle Simplicité et qu'on appelle la base de cartographie des systèmes d'information, qui devient un peu aujourd'hui l'application centrale, je dirais, aiguillage des données entre les différents systèmes, qui s'alimente par la base de données de l'exploitation, donc la CMDB ITIL, où on crée les identifiants. Et dans cette BCSI, on va trouver tous les liens entre les objets informatiques, le fait sur les données, est-ce que des applications sont liées à un objet métier particulier. On va ici aussi y trouver les déclarations, les finalités GDPR. Donc c'est là qu'associé au traitement sur les données, on déclare les finalités, quelles données on utilise, quelle période de rétention on va retenir sur ces données, est-ce qu'on a des données confidentielles, etc. Donc les fiches de finalité au sens GDPR sont dans cette BCSI, ce qui nous permet d'alimenter en aval un autre outil qu'on a développé en interne aussi, qui lui est très orienté compliance par rapport à la CNIL, en fait, par rapport aux éditeurs extérieurs, et donc qui est un peu l'outil du DPO, qui est un registre GDPR, mais qui s'alimente à partir des données du repository BCSI. Voilà, alors, c'est un écran de cette BCSI. Je crois que j'ai commenté un peu ce que ça fait. Donc sur Zinea, donc comme je vous l'ai dit, c'est l'objet essentiel pour nous, ce data catalogue. D'abord, c'est d'avoir une première étape de data catalogue pour l'entreprise, mais son usage essentiel, c'est de démocratiser l'accès à la donnée. Si on veut être efficace en analytics, quels que soient les profils, il faut que les gens comprennent quelles données leur sont accessibles, qui comprennent dans ce catalogue aussi qui en est propriétaire, donc qui peuvent contacter pour plus de détails, qu'au travers d'une description correcte des métadonnées et des tags, ils sachent à quelle zone métier ces données sont relatives, et qu'ils soient directement alertés aussi sur le caractère soit data privacy, enfin contient des données clients, et donc avec des processus particuliers, soit des données qui ont un niveau de confidentialité dans la stratégie de l'entreprise. Donc on a deux classifications, un sur la data privacy, un autre sur la sensibilité stratégique pour l'entreprise. Et ces informations sont disponibles dans le data catalogue.
Ensuite, évidemment, en termes de qualité de ces données, c'est éminemment en fonction de l'enrichissement de la documentation qui est fait par le réseau des data stewards et des data providers. Donc on est en train en ce moment de réimporter dans notre data catalogue tout un tas de données de description qu'on a dans les autres référentiels, mais on compte vraiment sur la structure de data governance pour enrichir en permanence, au travers de l'usage, ce catalogue de données. Donc évidemment, c'est le support aussi pour une stratégie d'hybridation du data lake, parce qu'on peut avoir la visibilité des différents clusters où sont implémentées nos données. Et c'est un des éléments, ce n'est pas le seul, je pense qu'il faudra qu'on complète notre outillage en termes de data curation, mais c'est un élément d'amélioration de la qualité de données. Donc on a, vous verrez dans la démo, des outils de dashboarding pour qualifier le bon niveau de documentation des données dans le data catalogue. Donc on va se servir de ça aussi pour faire de l'émulation entre nos data providers ou data stewards, parce que personne n'aime voir sa source de données au top des sources mal documentées. Donc je pense que cette approche de dashboarding et de KPI est très intéressante. C'est intéressant aussi pour la GDPR. Évidemment, ce n'est pas le seul élément pour être compliant, mais au moins au travers du data lake, on a un point d'alerte et de recherche et de détection des données qui peuvent être sensibles d'un point de vue GDPR. Et donc pouvoir remonter aussi vers les systèmes sources et les responsables des systèmes sources pour savoir si les processus ont bien été faits au-delà de ce qui a été fait dans les fiches de finalité sur le data lake. Voilà, donc ça peut être, on ne l'a pas encore décidé parce qu'on est dans les premières étapes d'implémentation, mais effectivement une bonne base pour un Enterprise Data Catalog, donc qui est un élément clé dans la gouvernance de données, et que historiquement on n'avait pas chez Renault et qu'on peut sans doute, je pense, construire à partir du data lake. Voilà ce que je voulais vous partager sur notre expérience et notre maturité. Il y a beaucoup de choses qui sont en construction, je pense comme chez la plupart d'entre vous. On a cette approche, nous, qui est de construire effectivement par étapes, de mesurer l'usage, d'améliorer. Et donc c'est pour ça que des solutions, il faut prendre, enfin on est plutôt dans des solutions bien taillées qui peuvent être en évolution. Et on n'est pas trop preneur des grosses solutions de data management qui sont, on le sait tous, comme disait un de mes responsables, au bout du terme, la seule chose dont on est sûr, c'est du coup des licences, en fait. Merci. Merci. Je vais jouer mon rôle de timekeeper, donc je vous propose 5 minutes pour des questions, si vous en avez. Et après, on fera la pause. Puis de toute façon, à la fin, on aura une demi-heure pour échanger si vous avez d'autres questions et que vous n'avez pas pu toutes les poser. Honneur au comité. Vous avez parlé tout à l'heure d'absence d'Enterprise Data Warehouse et des cités de Strodata Mart. Comment vous avez organisé le sourcing des données de votre lake à partir des applications internes, en sachant que j'imagine que certains d'entre elles alimentent déjà des data mart, certes, ils n'ont pas d'Enterprise Data Warehouse, mais qui ont sûrement des utilisateurs satisfaits. Donc la qualité de données, c'est aussi la cohérence entre ces anciennes bases qui continuent à exister, la vôtre, et puis en sachant que l'architecture préconise de ne pas alimenter un BI à partir de notre BI. Exactement. Donc, oui, donc nous, on a aussi cette golden rule d'aller se sourcer directement sur les bases opérationnelles, donc ce qu'on appelle les spots, les single point of truth, mais qui sont les bases opérationnelles, qui sont vraiment là où sont déversées les données du process opère, et d'éviter les data mart. On le fait quand même beaucoup dans la plupart des cas. Donc on refuse de s'alimenter à partir des data mart. On a quelques exceptions, notamment un use case de dashboarding pour sales and marketing, qui avait besoin de données de gestion et de performance. Et la complexité des règles de gestion qui avaient été implémentées dans ce data mart faisait que la seule solution pour sortir un produit, parce qu'on veut quand même sortir des produits avec des MVP de 4 mois à 6 mois maximum, c'était de s'alimenter à partir de ce data mart. Et donc on l'a fait dans ce cas-là pour permettre de construire cet outil de mesure de performance pour le commerce. Mais généralement, on essaie d'éviter, même si ça prend beaucoup de temps. Par exemple, on avait un énorme data mart sur la qualité qui tourne quand même et qui produit des résultats très opérationnels pour l'incidentologie.
on est en train de le dézinguer, si je puis dire, par appartement. Et on a repris donc le sourcing des données à partir des bases de l'après-vente plus en amont qui alimentaient cet énorme datamart. Ça prend du temps. On a découvert que on n'avait pas de master ID dans ces bases opérationnelles qui semblaient couvrir le même objet. Donc il a fallu faire tout un travail de data engineering là-dessus. Mais dans ce cas-là, on a clairement l'objectif de faire sauter le datamart et en tout cas de ne pas s'alimenter avec. Donc il y a des compromis parfois à faire, mais on essaie de rester fidèle à la golden rule et d'avoir donc des données dans le data lake en entrée, dans la zone nettoyée, mais qu'on appelle RAW, qui sont disponibles pour les différents projets, qui sont vraiment les plus proches possibles du spot opérationnel. Voilà. Vous avez une question ? Oui, ma question va prolonger celle-ci. Un tout petit retour d'expérience sur la phase de nettoyage des données à l'entrée du data lake. Le retour d'expérience, Geoffrey est là, il peut en témoigner parce qu'il travaille beaucoup aussi là-dessus. C'est très painful. Pourquoi ? Parce que nos systèmes sont, comme on dit, legacy, c'est-à-dire qu'ils ont eu une vie opérationnelle, y compris sur leur modèle de données, très longue. Ils ont des problèmes, donc ça déjà, ça induit des modèles de données qu'on n'arrive pas facilement à comprendre. Donc on est obligé de dénormaliser dans le data lake. Ça n'a pas de valeur ajoutée de faire une copie pure RAW. On a certains systèmes de la qualité, il y a 300 tables sur les listes uniques de problèmes de l'ingénierie. Vous remettez ça à un data scientist, il va passer réellement 95% de son temps à essayer de comprendre les données, mais le modèle de données, avant de pouvoir les analyser et produire de la valeur ajoutée. Donc là, on est obligé de faire ce travail-là en data engineering et de simplifier, de dénormaliser le modèle de données pour arriver à un sous-ensemble de tables qui sont réellement exploitables en analytics. Et ça prend pas mal de temps. On a un deuxième aspect qui est la qualité des données. Le problème de la qualité des données, c'est que bien souvent, les données, elles sont de qualité strictement sur le périmètre opérationnel des données. Mais toutes les données qui sont dans une base de référence et qui ne sont pas utiles finalement à celui qui les a construites dans son application, elles sont mal documentées. On fait pas mal de formations onboarding, j'en faisais encore une la semaine dernière et j'avais un collègue des douanes et il me disait oui, mais moi mon problème c'est la qualité des données sur les poids, par exemple les poids des pièces qui viennent des bases de l'ingénierie. Je pense que les gens de l'ingénierie, ils n'en ont rien à faire du poids réel de la pièce, donc ils doivent mettre 10 kg ou je sais pas, enfin ils mettent des valeurs standards. Sauf que monsieur des douanes, lui, le poids de la pièce, c'est un élément clé en fait dans ses déclarations douanières. Donc on a aussi ces problèmes-là de non-qualité parce qu'il y a des trous dans les données, il y a des valeurs aberrantes, etc. Puisque bien souvent, en fait, les gens n'avaient pas d'intérêt explicite à avoir des données complètement de qualité. Donc ça fait des séquences de data engineering qui sont assez longues et qui sont parfois mal comprises par les gens qui veulent construire les produits de données. J'ai demandé l'ingestion des données, ça fait 6 mois qu'ils y sont. Donc, parce que c'est parfois un projet à part entière. Alors, on essaie de se soigner quand même, donc Geoffrey, qui est là derrière, nous a aidé à faire un espèce de framework de nettoyage de données, de transformation des données, pour faire en sorte qu'on automatise toutes ces phases de transformation quand c'est possible, faire en sorte qu'on ait au moins des process de nettoyage et d'acquisition de données qui soient standards dans le data lake, qui respectent les normes qu'on a mis dans le data lake. Et puis on a mis aussi au niveau de la direction informatique, on a un certain nombre de KPI de la direction informatique. Et donc depuis cette année, on a un des KPI de tête qui est le bon peuplement du data lake en termes de sources de données complètement qualifiées et documentées. Donc c'est intéressant parce que jusque-là, c'était plutôt des KPI réussite des jalons projets, tenue du budget. Maintenant, il y a un KPI data qui est de la donnée de qualité dans le data lake.